Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 71e épisode du Dreamcast Show. Donc si vous habitez en Saône-et-Loire, bah voilà, petite dédicace à vous, ça nous fait plaisir en tout cas que vous nous écoutiez même de là-bas. Et aujourd'hui du coup on va parler d'OKC qui était déjà la meilleure équipe à l'Ouest l'année dernière d'après le classement en tout cas à la fin de la saison. Mais on a comme l'impression qu'avec cet été, ils se sont encore plus renforcés. Et en plus, les joueurs qui étaient déjà bons l'année dernière du côté d'OKC étaient des jeunes joueurs, donc ils ont aussi pu s'améliorer. Donc la question d'aujourd'hui qu'on va se poser avec Baptiste, c'est est-ce que OKC est en réalité le grand favori à l'Ouest ? Et bonjour à tous, bonjour Baptiste, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour Azad, je vais très bien en cette douce soirée d'été. Et ouais, tu m'as dit que tu étais en retard pour le podcast parce qu'il fallait que tu ailles te baigner, vraiment une vie terrible que tu as. Donc là, c'est quoi ? C'est les petites vacances d'été, on profite de la mer, de l'océan, du lac. Ouais, non, mais voilà, après, si on n'a plus le droit, si on révèle tous les insights du podcast... Non, oui, j'habite à la mer, donc je profite de la mer, donc voilà, tout simplement. Désolé pour la demi-heure de retard pour Azad, que j'en suis navré, j'en suis fortement navré. Ah, mais c'est vrai que parfois je me dis les conversations qu'on a tous les deux quand on parle du podcast, faudrait parfois les partager parce qu'il y a vraiment des trucs très drôles. Ou alors les moments où on s'envoie des systèmes et on se pose la question sans fin de mais ça s'appelle comment en réalité ce système ? Et au final, je crois que je me suis rendu compte que je m'étais même trompé dans la dernière vidéo du Zico Tactique. Je crois que j'ai appelé une Ricky Action, quelque chose qui s'appelle je sais plus, faudrait que je le renomme dans la vidéo, en tout cas que je mette je rajoute un sous-titre. Mais je crois qu'il y a une petite erreur dans Dico Tactique, mais tout ça pour dire qu'on apprend d'ailleurs tous les jours. Nous, on s'apprend en s'amusant, comme avec Adibou. Je sais pas si c'est Adibou qui apprend en s'amusant. C'est pas Franklin, la tortue d'ailleurs ? Désolé, je suis beaucoup trop âgé pour ça, Azad. Comparé à toi qui visiblement est encore en âge de connaître ça, mais avec les mercredis co-tactiques on apprend en s'amusant. Moi je trouve ça chouette. Exactement. Et aujourd'hui on est du coup là pour parler d'une équipe qui est allée plus loin en play-off que prévu au final si on regarde la saison au début de saison dernière, mais qui a surtout surperformé, enfin qui a performé au-delà de nos attentes en saison régulière l'année dernière, c'est OKC. Et un petit peu peut-être pour juste retracer un petit peu ce que OKC a fait la saison dernière, c'est qu'ils ont fini tout simplement premier de leur conférence. Et en plus, ils ont affiché des ratings parmi les meilleurs. Donc OKC était la 3e meilleure attaque en étant la 4e meilleure défense. Et ça a un peu surpris tout le monde. Et je pense que c'est beaucoup dû à l'arrivée de Chet, mais aussi à l'arrivée et à la maturité de pas mal de ces joueurs. On va pas faire une review de la saison de l'année dernière. Je pense que si vous voulez écouter une review de la saison de l'année dernière, vous pouvez tout simplement aller sur le Basket Lab, si vous connaissez pas encore. Si vous connaissez pas, c'est un petit... Il démarre. Il démarre, ouais. Non, en vrai, c'est... un podcast qui a fait les 30 reviews des 30 équipes. Et du coup, il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Et du coup, il y a justement Constant, je crois, de Dunk Hebdo, qui est avec lui, qui est fan du Thunder. Donc voilà, si vous voulez une review complète de la saison dernière du Thunder, ce sera pas dans cet épisode, il faudra aller voir ailleurs. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu des moves de l'intersaison et répondre un peu à la question de est-ce qu'en réalité OKC n'est pas le grand favori de l'Ouest. Mais du coup, en parlant d'intersaison, est-ce que Baptiste, tu pourrais un peu nous résumer les transferts qu'il y a eu cette saison et peut-être nous donner un peu ton premier avis à chaud sur cette intersaison ? Oui, alors là tu me prends de court, mais les transferts. Ce qui est intéressant aussi,
c'est qu'en fait, au final, il y a pas mal d'arrivées aussi avec la draft, dont on pourra peut-être dire deux mots, mais qui va pas changer énormément de choses. On a commencé l'été en fait avec Josh Giddey, qui est parti à Chicago contre Alex Caruso. Donc déjà un premier move, je pense, bon, sans rentrer dans le détail, mais qui est assez, on va dire, peut-être pas en termes de besoin, mais en termes de philosophie défensive, je le trouve presque parfait, le move. Ensuite, on a eu du coup la draft. À la draft, on a eu le numéro 1 de mon board qui a été drafté en 12 au Thunder en la personne de Nikola Topic. Voilà. On a eu Dion Jones qui a été drafté en 26, je crois. 26, c'est ça. Ils ont trade up pour drafter Dion Jones. Et ils ont aussi drafté Ajay Mitchell de Santa Barbara. Voilà, donc trois petits rookies en plus de Alex Caruso. Et après, il y a eu la prolongation d'Aaron Wiggins et évidemment d'Isaiah Joe à des contrats magnifiques, franchement, sur le nouveau CBA. Et je ne vois aucune autre arrivée. En tout cas, aucune arrivée pour quasiment 90 millions sur 3 ans du côté du Thunder. C'est marrant, ça t'a tellement fatigué cette signature que t'as le micro qui grésille. Mais du coup, qui c'est qui n'est pas arrivé au Thunder cet été? Dis-nous tout. Isaiah Hartenstein qui a du coup prolongé avec les Knicks pour 72 millions sur 4 ans. Non, malheureusement, voilà, soyons sérieux. Isaiah Hartenstein qui... bon, on pourra en reparler. Mais plus j'y pense, et en fait plus je trouve que je donne de la valeur en fait à sa saison dernière, mais qui du coup est arrivé au Thunder et voilà, j'en ai fini avec les arrivées. Ok. Et du coup, peut-être un mot sur Nikola Topic, on va pas trop rentrer dans le détail, mais toi qui l'avais premier du board, il finit 12e justement à cause de quoi? À cause des risques de blessures. Des blessures. Ouais, c'est ça. Et il va jouer la saison prochaine? Non, parce qu'il s'est fait un truc au ligament croisé. Alors je crois il s'est pas une rupture des ligaments croisés, je sais plus ce que c'est exactement. Mais en fait, il avait déjà un dossier médical un peu inquiétant. Notamment, en fait, il a commencé sa saison au Méga. Donc déjà pour trouver des matchs du Méga, c'était du sport. Ensuite, il a du coup joué à Belgrade. Et en fait, il a quasiment pas joué à Belgrade parce qu'il a été blessé, et sur la fin de saison il revenait un peu, il s'est reblessé 1 ou 2 semaines avant la draft, donc en fait sa cote qui avait déjà baissé a encore plus baissé pardon. Et c'est vrai que c'était une draft un peu particulière parce que finalement beaucoup d'équipes qui étaient haut n'avaient pas forcément besoin de porteurs de balles, donc en fait on savait que des porteurs de balles allait tomber et ça a été le cas. Du coup, je pense que les deux principaux, ça a été Nikola Topic et Isaiah Collier que carrément moi j'avais, je crois, aux alentours de la 10e place, qui est tombé en 29, et que les copains Titouan Cronier qui travaillent avec toi au trèfle, mais aussi Flo Flotix, en tout cas les gars du Café Crème Sport, je vais y arriver, avaient carrément 1 de leur board, et lui il est tombé en 29. Donc on savait que des ball handlers allaient tomber à cette draft. C'est tombé sur eux deux principalement. Donc voilà pour Nikola Topic pourquoi il est tombé. Ok, très bien. Et du coup, pas dans la saison prochaine, on va pas le voir. Mais du coup, Dillon Jones et Jay Mitchell, est-ce que c'est des joueurs qu'on pourrait voir jouer au KC ou pas du tout? En fait, Dillon Jones, oui, parce que il a fait il est assez âgé pour un rookie, il est né en 2001, donc il va avoir 23 ans là au début de la saison. Et il était en fait dans une toute petite fac à Weber State, donc de là où vient Damian Lillard aussi. Mais en fait, il était dans un rôle, du coup, dans une ligue mineure, mais dans un rôle de porteur de balle. Alors moi, je l'ai pas scouté en détail, mais c'est vrai que j'avais vu un scouting, je crois, de Ben Pfeiffer, je crois, qui m'avait un peu intrigué. Donc j'étais allé voir des matchs de Dillon Jones, et c'est vrai qu'en fait, ce qui est assez curieux, donc ils ont l'air plutôt amoureux de lui, mais c'est que c'est un
soit un gros guard, soit un petit forward, mais qui était un ball handler dominant, qui est très bon pour faire des skip passes, mais qui apporte pas forcément de plus-value défensivement. Et il y a des questions, il y a des grosses questions sur son shoot. Finalement parce que c'était plus un joueur de mi-distance et de drive que vraiment de spacing. Et AJ Mitchell, pour le coup, que j'ai encore moins vu parce que voilà, mais qui pour le coup, lui, Titouan l'aime bien et disait que c'est peut-être le pick qui l'intéressait le plus parce que c'est un profil assez un combo guard assez intéressant qui rentre bien dans le moule Thunder de connecteur. Et il a sorti une grosse saison à 3 points aussi. Les indicateurs au lancer franc sont bons, donc lui pour le coup il y a ce côté un peu défensif, connecteur et spacing quoi. Mais du coup je pense que ça fait une bonne transition pour te renvoyer la balle à Azad tout simplement. C'est finalement que moi cette draft elle m'a un peu surpris parce que et aussi dans la continuité du move d'Alex Caruso et peut-être Hartenstein c'est un peu différent, mais c'est des moves qui sur l'ensemble de l'intersaison ne t'apportent pas de spacing. Et moi c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, donc je voulais un peu de ton avis global. Est-ce que tu es un peu dans j'ai envie de dire dans la norme où on est un peu tous déçus de ce côté du spacing, ou est-ce que tu trouves des intérêts évidemment qu'il y en a sinon ils seraient pas faits ces moves, mais qu'est-ce que tu penses un peu de ce spacing, ces non-renforts du spacing du côté d'OKC? Les non-spacing, est-ce que Alex Caruso... En fait, je pense que la question, du coup, c'est de savoir est-ce qu'on estime qu'Alex Caruso n'apporte pas de spacing? C'est un peu ça, en vrai, la question. Oui, Parce en un sens, oui. que, bon, Hartenstein, avec toutes ses qualités, il n'y avait pas de shoot. Et comme tu dis, les rookies, soit ils vont pas jouer, en tout cas, ils sont pas allés chercher Sam Hauser en sortie de fac, quoi. Ils n'ont pas Non. récupéré un équivalent. Mais tu vois, il y a, si on prend OKC la saison dernière, il leur manquait un shooter à haut volume, entre guillemets. Caruso, sur les minutes où il joue l'année dernière, donc bon, voilà, il y a pas, on prend par 100 possessions, tu vois, histoire de voir un petit peu ce que ça donne sur un volume pour pouvoir l'estimer l'un par rapport aux autres. Mais l'année dernière, il est du coup sur une saison où il prend plus de 8 3 points par 100 possessions. Donc au final, c'est quand même pas mal, tu vois, c'est autant que Lou Dort l'année dernière et pour 40% de réussite. Donc est-ce que c'est suffisant pour apporter du spacing ou est-ce que comme Lou Dort, il va être ignoré à 3 points? C'est un peu ça, je La pense. grande question, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, le truc, c'est que ils auraient pu aller chercher un profil plus du coup à la OG Anunoby ou à la Michael Bridges, mais eux, pour le coup, ils sont restés à New York. Donc t'as un peu ce truc-là ils ont aussi pris, je pense, ce qu'ils trouvaient. Mais c'est vrai que quand tu regardes le volume à 3 points des joueurs d'OKC, c'est assez pauvre quand tu vois que Jalen Williams, c'est que 5 par 100 possessions. SGA, c'était aussi 5 par 100 possessions. Tom Green, c'est 7 par 100 possessions, donc c'est un pivot, ça apporte un peu de spacing, mais tu risques de te retrouver un petit peu avec le même problème. Donc est-ce que au final, l'idée, c'est pas d'avoir un de ces joueurs-là qui deviennent un joueur qui passe de... En gros, il te faut un joueur à plus de 3 points tentés par 100 possessions et à plus de 40%. Donc concrètement, Isaiah Joe. Mais Isaiah Joe, il jouait pas toutes les minutes. Et c'est un peu le problème, du coup, Isaiah Joe, il jouait pas toutes les minutes. Alors, moi, je pense que je fais peut-être partie de ceux qui voudraient que Isaiah Joe joue plus de minutes. Mais bon, je suis pas un expert d'OKC, hein. Je suppose que si c'est pas le cas, il y a de très bonnes raisons à ça. Mais je pense qu'il pourrait peut-être apporter justement face à ces problèmes de spacing. Donc peut-être qu'il y a une volonté aussi de plus le faire jouer. Mais sinon, pour moi, je me demande si ce serait pas en fait en interne qu'ils vont essayer de répondre à ces problèmes de spacing avec soit plus de minutes de Cason Wallace et plus de shooting ou Jalen Williams. Est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que tu peux faire de Cason Wallace ou Jalen Williams un joueur à 3 points par 100 possessions sur une saison et qui va continuer à en mettre au moins 38%?
Je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit du tout. C'est que Alex Caruso, on va dire numériquement, en tout cas dans le rôle, je pense, dans les minutes, remplace quand même Josh Giddey, Oui, qui, on a vu beaucoup de matchs en fait où c'est vraiment ce rôle du roamer qui est recherché de plus en plus, et parce que ça t'offre un avantage énorme quand tu peux l'utiliser. C'était souvent sur Josh Giddey que les équipes adverses l'utilisaient. On a vu des exemples, il y en a eu énormément, mais on a vu je me souviens d'un match des Rockets où je crois qu'il met 2-3 points, justement. C'est un peu paradoxal d'utiliser cet exemple, mais je pense qu'Alex Caruso, il remplace quand même Josh Giddey, et donc de ce point de vue-là, il y a quand même une upgrade assez intéressante, on va dire, juste tu remplaces 25 minutes d'un non-shooter par 25 minutes d'un joueur qui est au moins à 38% en catch and shoot depuis 2 ans. Pas sur un gros volume, mais quand même. Donc je pense qu'il y a quand même une upgrade qu'on n'a pas souligné, parce qu'il n'y a pas eu ce shooter d'élite qui est arrivé. Et en fait, je me dis aussi à quel point tu as vraiment besoin de ce shooter d'élite, ou à quel point tu as juste besoin de, entre guillemets, 5 joueurs respectés, quoi. À quel point tu as besoin de 5 joueurs respectés, et à quel point aussi on n'en fait pas trop sur quand même la réaction ils ont extrêmement mal shooté contre Dallas. Et je pense que s'ils shootent bien, ils peuvent largement... Alors c'est trop facile, c'est un énorme raccourci de dire ça. Mais je veux dire, ils sont pas si loin de passer Dallas, et potentiellement de passer le Minnesota après. Mais ils sont pas si loin l'année dernière, et il y a quand même une upgrade un peu. Et je me demande si tu as vraiment besoin d'un shooter d'élite, et en fait si quelque part tu l'as pas déjà avec Isaiah Joe, ou si tu n'as pas juste besoin de joueurs respectés à 3 points. Un peu ça ma réflexion. Et du coup, pardon, pour répondre à ta question, parce que quand même sinon faut qu'on ait un minimum de cohérence. Je pense que Jalen Williams, il pourra pas devenir ce shooter à haut volume, parce que il a pas les caractéristiques pour, je trouve qu'il a plutôt une mécanique de pull-up à 3 points. Et c'est un joueur, sa force principale, ça reste le drive, je trouve. Et de plus en plus le jeu de pick and roll aussi, mais surtout le drive. Et comme dit, c'est plutôt un joueur de pull-up, j'ai l'impression. Et c'est pas du tout en fait, pour moi, pour passer à 10 tirs à 3 points par 100 possessions, c'est des shooters avec du shoot en sortie d'écran. Et ça, j'ai du mal à projeter Jalen Williams, en tout cas avec ses attributs même de gestuelle, de tir, etc. Le projeter dans un rôle comme ça, quoi. Et l'autre que tu m'as dit, c'était Cason Wallace. ouais. Je sais pas, parce que pour moi, Cason Wallace, ça reste quand même un volume qui est majoritairement dans le corner, quoi. C'est 30% dans le corner. Après, c'est vrai qu'à Kentucky, il en avait pris un peu plus above the break, mais voilà, il est quand même assisté sur 97% de ses 3 points, et 29% de ses tirs sont pris dans le corner, contre seulement 23% donc dans les zones dans le non corner. Donc je suis pas certain que ce soit ça, mais du coup j'aurais répondu un peu différemment à ta question. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que toi t'accordes vraiment une importance à ce shooter d'élite? Bah, est-ce que est-ce que c'est suffisant? Là, tu vois, c'est là où le fait d'avoir Chet Holmgren, tu vois, on parlait dans l'épisode précédent de Dallas qui peut pas jouer en 5 out, mais du coup, c'est pas très grave parce qu'en réalité, un 5 out, c'est un peu du coup c'est un petit peu du luxe et un petit peu même une chimère, et du coup, c'est assez rare que ça puisse fonctionner. Là, je me dis, le fait au final qu'ils aient Chet Holmgren qui puisse écarter justement à 3 points, peut-être que du coup ça leur permet de ne pas avoir besoin d'avoir ce spécialiste à 3 points. Parce qu'en réalité, tu as un peu ce truc-là que tu as tous ces joueurs-là qui sont bons à 3 points et qui restent des menaces. Et en réalité, oui, t'es à un coup de chaud dans un match qui se retourne du bon côté pour toi, comme face à Dallas, que ça fonctionne. Donc en vrai, pour moi, c'est pas un si gros problème. Mais j'aurais quand même bien aimé
qui est ce joueur-là. Et après, je me dis, bah, peut-être que ce joueur-là, ils l'ont déjà. C'est peut-être juste Isaiah Joe qui va jouer plus de minutes. Parce que Isaiah Joe, il se battait pour des minutes avec Josh Giddey sur des rôles très différents. Peut-être que là, avec Caruso, c'est des rôles peut-être plus complémentaires que tu peux faire, que tu peux peut-être plus faire jouer ensemble à côté de Jalen Williams ou à côté de Shea. Donc bon, je pense qu'au final, ils ont réussi à obtenir Caruso à la place de Giddey. Et peut-être que c'est l'upgrade défensif dont on parle pas assez. Parce que du coup, ils vont vraiment avoir des 5 où tu vas pouvoir, disons, attaquer personne. Et ça va être SGA qui va être peut-être le plus mauvais défenseur sur le terrain. Et là, c'est vraiment Qui hyper reste, qui intéressant. reste un super bon, enfin, un très bon défenseur quand même, quoi. Ouais, oui, bah, qui reste un. Je sais pas si je dirais très bon défenseur, mais qui reste un bon Un- défenseur. Non, oui. je sais, oui, moi je ne dirais pas que c'est un très bon défenseur, je dirais que juste c'est un bon défenseur, ce qui est déjà très bien pour un joueur qui a un tel volume en attaque et un tel impact. Et vu que c'est une équipe qui provoquait énormément de pertes de balles sur les lignes arrière, qui avait besoin de disrupteurs comme ça qui soient vraiment bons pour générer tout ce playmaking défensif, en vrai Caruso c'est parfait et il pourrait avoir une défense encore plus implacable. Et en plus dans un autre trade, ils ont peut-être répondu à l'autre problème qu'ils avaient défensivement, enfin le seul problème entre guillemets qu'ils avaient défensivement, qui est le rebond défensif avec Hartenstein. Mais du coup, moi je trouve que ces trades-là, leur permet plus de flexibilité et Caruso demande quand même beaucoup moins de compromis que Josh Giddey et fit aussi beaucoup mieux avec ce groupe-là. Et Mm. vu le joueur que Jalen Williams est devenu, t'as plus besoin de Josh Giddey en vrai. Josh Giddey, il avait un rôle complètement Bah, redondant. Enfin, moi, j'avoue, je pense pas, je voyais pas énormément de valeur ajoutée à son profil dans cet effectif. non, mais parce que, en fait, quand t'es pas, enfin, je caricature un peu, mais si t'es pas le moteur numéro un, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais si t'es pas le moteur numéro un offensivement de ton équipe ou une superstar défensive comme Rudy Gobert ou Draymond Green, si t'as pas de spacing, c'est ultra compliqué. Là, si t'es la troisième option et que t'apportes pas de spacing, bah, mathématiquement, j'ai envie de dire, vu que t'es la troisième option, ça veut dire que le ballon est plus dans les mains de deux autres joueurs que de toi. Donc tu as besoin d'apporter du rôle, de la Ouais. valeur off-ball. Et Josh Giddey, c'est même pas. Enfin, on est vraiment sur un joueur qui. Enfin, j'ai rarement vu. Enfin, ça me rappelle un peu. Enfin, faut pas faire de comparaison, mais offensivement et dans le traitement, presque un Ben Simmons quand il a pas la balle, dans le sens où il y avait vraiment aucune menace, tu vois. Comparé à un Lou Dort, il peut attirer des close-outs quand même. Josh Giddey, c'est quasiment pas le cas et ça bride un peu tout son jeu. Mais quand même, je trouve qu'il y a un truc qui est pas vraiment assez discuté, c'est que tu te retrouves, alors peut-être à raison que c'est pas assez discuté, mais tu te retrouves quand même aujourd'hui avec seulement deux créateurs, je trouve, de bon niveau, bon, de très bon niveau en l'occurrence avec Shea et Jalen Williams, mais après, ce qui est intéressant, après tu peux avoir Isaiah Hartenstein aussi qui apporte un truc qu'il n'y avait pas forcément à OKC, on pourra en parler, mais je trouve que tu as quand même en l'état que deux gros créateurs à gros volume. Après, comme dit, OKC c'est un peu particulier parce que il y a beaucoup de créations, on va dire, de par les systèmes. Tu vois, il y a pas mal de fois où en fait tu peux créer par la gravité d'Isaiah Joe, par les pick and roll inversés, par beaucoup de choses, même parfois par Kenrich Williams quand il était sur le terrain. Donc, je sais pas à quel point c'est un faux débat ce que je suis en train de dire ou pas. Mais un petit truc que je voulais rajouter aussi, et encore une fois de la pub pour l'épisode du Basket Lab, mais je trouve que, je sais plus si c'est Constant ou Guillaume qui le dit, mais sur Chet Holmgren, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait commencé la saison extrêmement bien à 3 points, il était quasiment à 50%, pour un peu Ouais. mal la finir. Du coup, j'ai envie de dire que la case shooter d'élite, elle n'est pas encore validée avec Chet Holmgren. Alors il y a encore un petit doute quoi. Mais voilà, c'est aussi ça que je voulais rajouter. Mais du coup, pardon, sur le côté création, comment tu vois les choses toi, ou même si tu veux, je sais pas sur le côté spacing, comment tu vois les choses. Bah, pour Enfin pas moi, le spacing. spacing, il sera pas si mauvais que ça. Après, côté création,
est-ce que tu en as vraiment besoin de plus? Au final, je pense que tu vas plutôt redistribuer toute la création que tu as à des finisseurs et tu vas laisser Jalen Williams et Shea créer. C'est marrant quand tu regardes un petit peu les joueurs qu'ils ont échangés l'année dernière. Ils ont échangé du coup Guidi qui est à 24% d'usage, Treman qui était à 19% d'usage sur les peu de minutes où il a joué, Misic qui avait pas mal de création aussi sur le peu de minutes qu'il a joué, pas mal de usage. Et après, en final, ils ont gardé que des finisseurs. Et du coup, Et bah, je pense que c'est la ligne de conduite qu'ils ont envie de garder, quoi. ouais, ouais, bah je pense qu'en fait ils ont, je le vois aussi comme ils ont plus envie, enfin ils ont pas envie d'avoir de créateurs de mauvais niveau. Ils préfèrent avoir, en gros, je pense, un volume un peu délirant et même pas forcément comme dit parce qu'il y a toute la création par les systèmes et par plein de façons différentes que d'avoir, mais en tout cas ils préfèrent ça que d'avoir un mauvais créateur entre guillemets quoi. Et en termes de rentabilité, bah, c'est sûr que c'est quelque chose qui se comprend assez facilement. Et tu vois, ils ont aussi Gordon Hayward, ça a été un échec total, mais il était un peu dans ce côté aussi finalement de apporter un peu de création et plus que de la finition. Enfin, en tout cas un peu la double casquette dans la théorie et ça a pas du tout pris, mais c'est aussi quelqu'un dont il se sépare, on va dire, sur le papier, quoi. Et en plus, Caruso, tu vois, tu retires la création qu'avait Josh Giddey, mais la capacité de connecteur, tu perds pas trop par contre. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que du coup, tu pourrais dire, bah oui, s'ils ont que des finisseurs, ils ont pas de connecteur. Mais en réalité, des joueurs comme Chet Holmgren et comme Caruso sont capables un peu de passer une fois il y a eu un décalage qui a été créé. Donc c'est quand même des joueurs avec des beaux QI basket. Je trouve que Isaiah Joe aussi fait partie de ces joueurs-là avec un bon QI basket. Donc bon, je trouve qu'en réalité, tu as quand même une bonne synergie qui s'est mise autour du trade de Caruso et ça a l'air de plutôt bien fitter. Après, l'autre fit qui est peut-être un peu plus questionnable en termes de spacing et de construction d'équipe, c'est bah, Hartenstein et Ouais. comment tu le fais jouer. Tu penses que c'est quoi? Ils vont partager les minutes avec Chet et parfois ils vont jouer à deux? Bah déjà, je pense que ça t'apporte quand même un peu de création différente. Tu vois, quand je vois, alors avec tout l'amour que j'ai pour Jalen Brunson, mais quand je vois la relation qu'ils avaient réussi à créer et qui était aussi en grande partie due au final au profil d'Hartenstein qui est assez rare, bah je me dis que ça peut servir aussi à OKC peut-être avec Shai Gilgeous-Alexander, peut-être avec d'autres, mais Isaiah Hartenstein il t'apporte un peu ce côté bah vraiment le hub offensif pardon, et la création via les mains à main et via le short roll. Bon, après il l'avait déjà un peu, tu vas me dire avec Jalen Williams, mais là tu as toute l'upgrade défensive. Mais du coup, Isaiah Hartenstein, la grosse question que je me pose, c'est à quel point ils l'ont pas pris aussi pour, en tout cas, tester peut-être sur la régulière, et je veux bien ton avis là-dessus. Mais alors, le truc facile, et c'est sans doute vrai, c'est qu'ils l'ont pris pour le rebond, parce que OKC était 29e, je crois, je vais vous dire ça tout de suite, mais ils étaient 29e au rebond défensif et 27e au rebond offensif, donc c'était pas du tout une équipe de rebond, là où Hartenstein est un excellent rebondeur. Donc, il y a ça, c'est vrai, mais à quel point, il y a ce renfort, mais à quel point aussi, tu veux pas peut-être essayer en tout cas sur de la régulière, mais peut-être aussi te baser sur le modèle qu'a fait les Wolves face aux Nuggets, mais un peu plus de Chet en roamer. C'est une question que je me pose aussi, quoi. Je veux bien ton avis là-dessus, quoi. Bah, en fait, je pense que ils ont l'avantage de pouvoir. Encore une fois, je trouve qu'en fait cette équipe, elle est construite de manière un peu intelligente et c'est pas très étonnant quand tu vois Sam Presti du coup qui est derrière tout ça. Mais en fait, c'est des joueurs qui peuvent jouer dans différents moules. Et tu vois, peut-être que le dernier joueur un petit peu non polyvalent de cette équipe-là, c'était Josh Giddey, ils l'ont échangé. Et moi, ça me choquerait pas de voir Hartenstein jouer justement, bah, comme tu disais, comme deuxième intérieur avec Chet Holmgren comme roamer.
même potentiellement, est-ce que du coup, il n'y a pas un monde où ils essayent de faire du switch all avec énormément de stunts, où tu vois, c'est du switch all, c'est presque une zone en fait. C'est une zone où en fait, à force de tout switcher, t'essayes de garder les deux dans la partie proche du panier et dans la partie des corners. Et du coup, tu utilises la longueur de Shea, Dort et Jalen Williams sur la première partie de la zone défensive. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses à réfléchir comment le faire fonctionner. Mais je pense que ouais, ça va être un gros laboratoire. Et peut-être que même ce qui est intéressant avec Hartenstein, si tu vois que ça fonctionne pas du tout, en vrai, c'est pas un contrat max. Donc à partir du 15 décembre, tu peux l'échanger. Et tu sais qu'il aura toujours de la valeur. Tu vois, genre, tu peux. Genre Julius Randle, ça marche, ça match les contrats. Tu vois, Donc, ça serait ah cool. oui, donc toi, tu vis un rêve où, en fait, ça fonctionne pas, et du coup, ils vont chercher un poste 4 un peu plus, avec plus de spacing. C'est Julius Randle, et Hartenstein, Non, il mais rentre à nouveau. ça peut être à 3 équipes, tu vois. Ça peut être à 3 équipes, mais bon, je suis pas fermé d'esprit. Hartenstein, il a signé le même contrat que Julius Randle. Mais il a signé un gros contrat, du coup, quand même, Hartenstein, là, hein. Ouais, ouais, ben en fait, c'est juste que là, Julius Randle, c'est sa dernière année de contrat. Donc, Ouais, bah c'est ouais. basé sur le cap un peu précédent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est le côté, en fait, alors peut-être que, voilà, on réfléchit un peu simplement, on dit, ok, bah, spacing, Hartenstein, ça marche pas. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté polyvalence de line-up et de schéma. Parce que Hartenstein, la grosse valeur d'Hartenstein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même, je trouve, enfin en fait, il en a trop. C'est la polyvalence défensive, déjà, parce qu'on l'a vu, et il y a eu 2-3 matchs au début janvier, là, où tout le monde était là, où on avait vu des séquences un peu plus de switch all, et où bah, c'était celle où il y avait Hartenstein et pas forcément Mitchell Robinson, évidemment. Et ouais, en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux faire énormément de schémas avec Isaiah Hartenstein, et défensivement et offensivement. Bon, si t'embêtes, tu peux revenir dans des schémas que tu avais déjà et qui ont marché défensivement, puisque tu étais une très bonne équipe et t'as perdu personne de ton escouade défensif. Au contraire, t'as rajouté Alex Caruso à la place de Josh Giddey, qui est quand même une upgrade, je pense, assez significative. Et offensivement, il y a un truc qui est pas discuté, mais encore une fois, je me calque un peu sur le modèle Knicks, mais c'est que Shea, c'est quand même un des joueurs qui attire le plus de prises à deux de toute la NBA. Et là où Hartenstein peut être une plus-value face à certains adversaires, bah c'est que c'est un excellent joueur de short roll, voire de flotteur. Il a un flotteur, je crois qu'il est à plus, enfin il est à 54% sur les flotteurs, et c'est pas une anomalie, hein. Il est à plus de 50% depuis 3 ans, hein, Hartenstein sur les flotteurs, donc sur les Et short comment mid. tu le défends, mais vraiment, genre. Ah oui, mais non, Tu prends, mais non, mais tu prends- tu vois, Hartenstein, c'est un truc qui a aussi servi face à des drops trop profonds. Bah, c'est son flotteur, et face à des défenses trop agressives sur Jalen Brunson, c'est un peu lui qui était vraiment ce connecteur. Et tu vois, bah ça, je trouve, face à certains adversaires, et même en saison régulière, on l'a vu, bah Chet Holmgren, il a pas encore ce passing. Et je sais pas s'il l'aura un jour. Il y a des flashs parfois intéressants, mais je le trouve assez lent parfois dans ses lectures, et parfois aussi il fait pas la bonne lecture. Il fait la lecture un peu trop proche de lui, et il a pas forcément cette vision, en tout cas quand il est en mouvement, comme Hartenstein a. Alors Hartenstein, c'est un joueur qui a des limites, il apporte pas le spacing, etc. Mais voilà, je trouve qu'il apporte quand même beaucoup de choses à OKC qu'OKC n'avait pas. Donc voilà, c'était mon je sais pas combien de temps j'ai fait, un quart d'heure, pour défendre un peu l'arrivée d'Hartenstein et tout ce qu'il peut apporter finalement à OKC. Je trouve, tu vois, tout ce que Hartenstein fait, c'est pas forcément des choses qui étaient présentes finalement chez Thunder. Non, mais même, tu vois, les histoires de pick and roll inversé, qu'ils le font déjà, ils vont pouvoir lui faire un peu porter la balle ce sens-là aussi. Pas mal de get action. Et je pense que Ouais.
pour Jalen Williams, il va être super bon aussi pour pouvoir l'utiliser comme ça. Et en plus, ils aiment bien naviguer un peu dans cette zone au final, au KC. KC, c'est une équipe qui a quand même des joueurs qui ont en tout cas, leurs créateurs ont un assez gros volume à mi-distance. Et du coup, c'est bien aussi d'entretenir un peu, d'avoir de la qualité et de la menace dans cette zone-là. Et je pense que Hartenstein tout seul va pas handicaper le spacing, mais c'est juste que les deux en même temps, en fait, au final, est-ce que c'est pas Chet Holmgren s'il devient pas un shooter suffisamment bon, est-ce que c'est pas à cause de ça qu'ils vont avoir des problèmes de spacing? Est-ce qu'au final, est-ce que c'est pas la viabilité comme shooter à 3 points de Chet Holmgren qui va vraiment être problématique pour pas faire jouer les deux en même temps? Parce qu'en réalité, oui, Hartenstein a montré que tu pouvais avoir une attaque qui fonctionne avec lui sur le terrain et qu'il apporte énormément de choses. Donc bon, moi je suis plutôt confiant de lui sur le terrain à OKC, mais les deux en même temps, je sais pas, j'ai toujours un peu du mal à l'imaginer, surtout offensivement. Défensivement, Ouais. ça me pose moins de questions, mais offensivement, ouais, ça m'en pose un peu plus, alors que vraiment, Hartenstein, j'aime vraiment beaucoup, et je pense que peut y avoir une belle relation, même lui et Holmgren, parce que tu vois, si tu arrives à développer ce que... T'as un peu ce truc, si tu arrives à développer ce que les Cavs arrivent pas à faire. Et je pense que ils ont peut-être que Mobley et Allen ont moins de synergie théorique que Holmgren et Hartenstein, parce que ni Mobley ni Allen est un shooter à 3 points, et ni Mobley ni Allen sont des bons passeurs sur short roll. Il y a de l'idée Mm. derrière ce qu'ils veulent faire, mais il y a pas, l'exécution n'est pas Mais tu. bonne et ils n'ont pas la Ouais. lecture d'Hartenstein. Alors qu'en réalité, sur le papier, la synergie Holmgren-Hartenstein, elle peut fonctionner, mais dans certaines limites et sous certaines conditions, quoi. Oui, oui. Mais tu vois, c'est intéressant parce que même d'un point de vue tactique, si t'as besoin en fait de, enfin selon ce que t'as besoin, si tu joues un drop un peu trop profond, bah tu vas plutôt jouer le pick and pop. Enfin, c'est des situations très simples voilà, mais tu peux amener des actions qui amènent un pick and pop. On sait que le Thunder, ils aiment bien amener un premier écran avant leur pick and roll, mais bon, bref, tu vas amener ton pick and pop plutôt avec Chet Holmgren. Et si tu joues des couvertures plutôt agressives sur Shea, bah tu peux amener plutôt Hartenstein et le connecteur pour les cuts, pour les tirs ouverts, etc. sur le short roll. Donc je trouve ça même tactiquement assez intéressant. Après, en fait, je pense que c'est viable les deux si tu arrives à avoir un bon spacing et à quel point en fait les minutes Hartenstein, Chet Holmgren, elles sont pas finalement partagées avec plutôt Isaiah Joe, Jalen Williams et Kayson Wallace. Je te dis n'importe quoi, mais à quel point tu vois, tu peux pas avoir une line-up comme ça où finalement, à part Hartenstein, et c'est là où ce sera sa grosse valeur, mais à part Hartenstein, t'as que des bons shooters. Et finalement, sa valeur de spacing, elle est pas si sa valeur de non spacing, elle est pas si grave. Et du coup, je sais pas, parce que je pense et moi aussi, je suis d'accord qu'avec le 5 majeur, tu vois, si t'as Lugensdort, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander, t'as peut-être un problème de spacing. Mais finalement, peut-être qu'en fait, le 5 majeur, il bouge pas, mais qui joue beaucoup de minutes, parce que quand il joue des minutes, c'est Isaiah Hartenstein, il remplace numériquement Lugensdort, et tu gardes un super spacing, quoi. Ouais. C'est une question que, tu vois, je me dis, faut peut-être pas tout voir par le prisme du 5 majeur, et tu peux avoir des rotations très cool où Hartenstein a beaucoup de valeur, finalement. Et ben, en fait, moi, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'était au final le 5, il sera ce qu'il sera. Je pense que là où ils ont manqué peut-être de quelque chose, c'est peut-être de stabilité sur le banc. Parce que tu vois, la line-up qui a le plus joué de possession, elle en a joué 1700 chez eux cette saison. Et celle d'après, donc la deuxième qu'on a joué le plus, elle a joué 200 minutes. 200 possessions. Donc tu as un écart de 1500 possessions entre la première et la deuxième. Et ça veut dire que tu n'as aucune possession à part 5 majeurs qui a joué de plus de 200. Aucune line-up à part 5 majeurs qui a joué plus de 200 possessions ensemble. Donc tu as ce truc-là de. En fait, le problème Guidi, depuis qu'ils ont depuis le début, à savoir où est-ce que tu le fous et comment tu t'organises autour de ça.
il a créé des problèmes structurels que t'arrivais pas à avoir une line-up de bancs et des line-up qui mixent un peu les deux, qui soient toujours les mêmes, sur lesquels tu puisses vraiment construire quelque chose. Je pense que là, l'effectif, il est stable et il y a les compromis. Il n'y a pas de joueur comme Josh Giddey qui te force à faire de tels compromis. Et Mm. du coup, je pense que ça va aussi stabiliser un petit peu l'équilibre de l'équipe. Et ça peut être très intéressant. Je pense que ils ont fini un peu l'année des paris avec les Treman, c'est ciao, les Misic, c'est ciao. Vu leur draft, je sais pas, hein. Mais je sais pas s'ils vont les faire jouer, les joueurs de la draft au final. Tu penses qu'ils vont les faire jouer un petit peu quand même? Bah, Dion Jones, j'imagine que c'est quand même, enfin, qu'ils veulent le faire jouer. Mais après, il rentre bien dans le moule d'OKC, dans le côté, bah, il est assez grand et, enfin, assez imposant physiquement, donc ça peut être un très bon poseur d'écran, ça peut être un porteur de balle, son adresse à 3 points, l'indicateur des lancers, il est quand même pas mal et c'est déjà un très bon shooter à mi-distance, donc je pense que Dion Jones, ils veulent le faire jouer en tout cas. Mais voilà. Après, Ok. les autres, je ne suis. En tout cas, Topic, c'est sûr que cette année, peut-être pas, mais voilà. Oui, question de blessure quoi. Mm, mm. Ok, ok. Bon, du coup, au final, l'équipe l'année dernière était quand même genre la meilleure un petit peu à l'ouest en termes de rating. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils se sont quand même plutôt améliorés. Ouais, ouais. En tout cas, Enfin, ils ont moi, je trouve, en perdu. tout cas, Ouais, peut-être que sur des ratings, tu vois, de saison régulière, ça va pas forcément se voir. Mais en fait, en termes de possibilités que t'avais pas l'année dernière, je trouve que t'en as beaucoup plus. T'en as beaucoup plus et c'est assez intéressant. Et en plus, un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est évident, c'est que le Thunder garde. Et en fait, moi, je me demande si Topic, c'est pas ça le choix. Alors, je dis pas que je suis sûr, mais à quel point le choix Topic, c'est pas juste le garder parce qu'il garde quand même une valeur de gros talent. Et t'as encore énormément de pics de draft. Donc, tu vois, ils ont encore une marge de progression qui est assez en termes effrayante, en fait, j'ai envie de d'effectifs, ouais. dire, quoi. Ouais. Ouais, de ouf. Et en plus, bah, l'année dernière, Jalen Williams était encore jeune. SG aussi, donc eux aussi potentiellement vont progresser. Et tu as cette idée-là de, bah, tu as encore énormément de place et tu peux prendre des risques comme tu en as pris un avec le contrat d'Artenstein parce que, en vrai, t'as quand même pas mal de marge, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mais il y a quand même une question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont réussir à garder cette efficacité à 3 points qu'ils avaient l'année dernière? Pas forcément, mais l'autre question, c'est est-ce qu'ils en auront besoin autant que l'année dernière? Ouais. Oui, parce que l'année Tu vois, dernière, au final, ouais. si tu compenses avec, on va dire un peu plus de rebonds et peut-être pas les shoots rentrent moins, mais le spacing est meilleur, Ouais. finalement, est-ce que tu t'y retrouves pas, quoi? Ouais, non, c'est sûr. Et puis en plus, tu as ce truc-là où tu avais des problèmes structurels que tu peux corriger et que tu as corrigé. Donc tu pourras pouvoir aller chercher autre chose. Et moi, ce que je me demande aussi, c'est est-ce que, côté défensif, est-ce que ça va pas être la meilleure défense de la ligue par contre? Ouais. Est-ce que. Franchement, je pense que le trio, alors du coup, Boston sur la régulière, je sais pas parce qu'il n'y a pas Porzingis, mais vous défendez aussi bien avec lui que sans lui presque. Mais le trio Boston, Minnesota, OKC, il va être dur à aller chercher, ouais. Ah, il y a Orlando aussi qui a une bonne défense, mais Ouais. ces quatre-là sont vraiment clairement on peuvent être les meilleures défenses de la ligue, ouais. Hmm. À voir comment ça tourne Bah, après, mais il y avait quand même un bah bon parce qu'en écart entre. fait, défensivement, je sais pas, mais je trouve que tu as Caruso par rapport à Guidi, c'est une upgrade, on va Ouais. dire un peu, voilà. Et en fait, et avec Hartenstein, tu peux complètement continuer tes schémas très agressifs, tout en ayant, alors peut-être pas qu'il va changer tout le rebond, mais peut-être en passant de 29e à, tu vois, 22e au rebond, quoi. Ouais. Parce qu'il a quand même ce côté présence et c'est un gros rebondeur qui va d'ailleurs se faire sentir au Knicks, je pense, hein. Ah ouais? Bah, alors c'est le débat de tout un peu la vidéo que je prépare, mais qui sera déjà sortie. Mais c'est un peu ce côté.
en fait, tu peux débloquer des choses en attaque si tu fais jouer. Bon, c'est l'Enix, du coup, on va arrêter, c'est pas le sujet. Mais si tu fais jouer Julius Randle en 5, c'est un peu pour moi la grosse lacune que tu y perds. Bon, c'est défensivement et c'est aussi au rebond offensif, quoi. Et défensif. Oui. Bon, bref. On n'est C'est pas là là où pour en parler plus des Knicks. ils perdent clairement au KC, c'est rebond défensif et offensif, donc il y a vraiment un apport des deux. Et quand tu vois que c'était Guidi dans le 5 majeur l'année dernière, enfin bon, tu vas pas plus respecter Guidi que tu respecteras Hartenstein, ou des choses comme ça. Et Caruso, si tu l'intègres dans le 5, bah du coup là tu as un bien meilleur spacing. Donc bon, moi j'aime beaucoup. Et je sais pas s'ils iront chercher une meilleure saison régulière que l'année dernière. Mais en fait, s'ils font aussi bien que l'année dernière, bah c'est déjà très bien, non? Ouais. Ouais, S'ils ouais. font aussi bien que l'année dernière, c'est-à-dire rester premier, c'est quand même pas mal d'être C'est-à-dire, premier. c'est-à-dire plus 8 de net rating. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas C'est mal. assez rare en vrai comme marque plus 8 de net rating. Je pense que tu peux. Il y a des années où avec plus 8 de net rating, t'étais premier de la ligue, Bah, quoi. 2023, je crois que t'es premier. Hein. Je crois que l'année 2023, plus 8, t'aurais été premier. Euh, Là, ils étaient quand même déjà deuxième, quoi. Enfin, Ouais, je t'aurais veux été dire, premier c'est. aussi en 2022. 2021-2022, t'aurais été premier, je pense, vu qu'il y avait, c'était quoi? C'était Phoenix qui était en premier avec Boston, Ah, Utah et Phoenix, il tout. devait avoir un sacré net rating, non? Euh, Je Enfin sais pas. bref. Ouais, Mais. si troisième attaque, troisième défense, plus 8,5 Phoenix 2021-2022. Ouais. Mais bon. Mais bon, voilà, c'est déjà ça, c'est déjà ce niveau qu'ils avaient l'année dernière, quoi. Voilà. Mais du coup, après, faudra voir ce que ça donne une fois arrivé en playoff. Mais là, pour franchement avoir des billes sur à quoi ça va ressembler en playoff, va falloir voir ce que ça donne déjà en saison régulière. Là, c'est hyper difficile, je trouve, de se Bah, projeter comme, là-dessus. comme tu as dit, je crois, dans l'autre podcast, mais une chose après l'autre. Prenons une chose après l'autre. Hein. Ouais, ouais, On va c'est déjà ça. revoir Déjà, comment ça marche en saison régulière. exactement. Et là, il y a les armes pour faire une très bonne saison régulière. À continuer de garder cette place de numéro un à l'ouest. Et bah, du coup, justement, profiter aussi d'avoir une espèce de marge pour en faire un petit laboratoire. Mais franchement, moi, je serais fan du Thunder, je serais assez excité à l'idée d'avoir cette marge. Ils ont de la marge sur le terrain et ils ont de la marge dans les comptes bancaires quoi, et dans les tours de Ouais, draft. Donc ouais. c'est quand même pas mal, c'est quand même le rêve quoi. Donc voilà, Tu franchement, peux je vois difficilement demander mieux, quoi. peu de défauts ouais, je trouve à cette équipe. La seule, moi, une des questions que j'ai, c'est est-ce que ce qu'on a vu l'année dernière, c'est le niveau de Jalen Williams? Est-ce qu'il était en surchauffe ou est-ce qu'il Ouais. peut encore progresser? Parce que s'il peut encore progresser, par contre, oh là là. Bah, sur le shoot, franchement, ça va être dur de faire une meilleure saison que ce qu'il a fait, quoi. Oui, oui, oui. Il était à Mais combien? Il déjà, en était à fait, 40. ouais, mais je crois que même à un moment, il était à plus de 45% sur ses pull-ups Oh, pendant une waouh. grosse partie de la saison. Mais tu vois, s'il confirme son niveau, on va dire, de shoot et même offensif, et qu'il continue à prendre de l'usage, parce que bah, du coup, je pense que là, cette saison, ça va être le cas. Hein. Je pense que le départ de Guidi, ça veut dire aussi Jalen Williams qui va s'approcher des 30%. Ça va être, tu vois, ça fait, enfin, s'il garde ces chiffres qu'il a sur 30%, je pense que ce qu'il peut faire d'ailleurs, c'est un joueur incroyable. Hein. Que certains avaient mis il y a 2 ans devant Josh Giddey dans le top 25 et que d'autres avaient mis derrière. Mais bon, ça, c'est c'est encore une autre histoire. Waouh, 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 ça tire à balles. Et je l'ai pas plus haut que toi cette année? Je sais pas. Moi, je l'ai en 6. Ah Tu veux ouais, que je non, je ressorte le crois que classement? je l'avais juste derrière. Je dois l'avoir en 7 ou 8. Je crois que j'avais Chet. Ah ouais, alors je l'ai Non, en je crois que tu 6 l'avais en aussi. 6 aussi. Je Oui, je crois l'ai que tu en l'avais en 6 parce 6 que aussi. j'ai. Oui, c'est ça. J'ai Chet en 5 je crois, et je l'ai derrière. Ou alors j'ai Mobley en 6 et Mobley en 6. Je crois que tu as Jalen de Williams. Mobley en 6. Exactement, parce que j'avais mis les protecteurs de cercle ensemble. Ouais. Et ben, tout ça pour dire que OKC, en tout cas, est-ce qu'on les met comme favoris pour finir premier à l'Ouest? Bah, c'est ce qu'on avait dit un peu dans l'autre podcast, mais ouais, je pense que c'est dans mes deux favoris avec Dallas, mais peut-être que sur une régulière, je parierais plus sur OKC, ouais.
Ok. Et est-ce que c'est les favoris pour être en finale NBA à l'Ouest? Ça, je suis moins sûr. Ça, je Ok. suis moins sûr, mais on en reparlera dans quoi C'est dans longtemps, là, dans 7 mois? Dans Oui, 7 oui, mois? non, mais On en c'était pour reparlera dans savoir 7 là, mois. à l'heure actuelle, est-ce que tu es aussi sûr, disons, de ce qu'ils peuvent faire en playoff, de ce qu'ils peuvent faire en saison régulière? Moi, tu vois, si c'est un format playoff, je mettrais Dallas au-dessus aujourd'hui. Et Denver? Et Denver, par rapport à OKC, Ouais. euh, un poil au-dessus, peut-être. Et les Suns? Ah, quoique, tu sais que la série Denver-OKC, je trouve qu'elle change beaucoup, justement pour le coup, par rapport à Hartenstein. Mais bon, Ouais, oui, bref. oui, oui. C'est vrai. Euh, Et les Suns, non, les Suns, je les mets en dessous aujourd'hui quand même. Il y a quand même pas Ok. mal de lacunes structurelles que je vois un peu moins chez les autres équipes, quoi. Et les Lakers, qui étaient un peu annoncés comme l'équipe qui pouvait battre OKC, mais au final, ils sont pas tombés contre eux. Non, je les mets en dessous. Ok. Ok, Qui ok. peut battre, ça veut pas dire qu'ils sont favoris. Ça veut Non, dire non, qu'ils ont une non, chance. non. Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais c'est genre. Mm. C'était Et juste. toi, alors sur un format, parce que du coup, sur Euh, un format régulier, tu l'as donné dans l'autre podcast, mais pour résumer rapidement, c'est OKC, Dallas, Denver, les Minnesota, Suns, Lakers, Suns, en gros, c'est ça. Ce que tu avais dit, je crois. Mais sur un ouais. format playoff. Tu les situes Et comment sur un format OKC? playoff, je pense que je les mets en dessous de Denver je les mets en dessous de Denver et Dallas. Ouais, je les mets en dessous de Dallas et ouais, je les mets en dessous de Dallas et Denver, mais au-dessus du reste. Allez, voilà. Ouais. Parce que je trouve quand ouais, bon. C'est pas là pour parler des playoffs, mais le jeu de Shea se transpose aussi pas mal en playoff, quoi. Mais Dallas, Ouais, donc, c'est imbattable. Ils ont deux superstars qui se transposent tellement bien sur un format playoff. Mais bon, c'est une discussion pour un autre jour, je crois. exactement. Pardon, est-ce que tu voulais dire un mot parce que est-ce que tu voulais dire un mot sur Denver ou on n'en parle pas ou, Je sais ou on pas, en je parle à pense. une autre occasion? On en parlera à une autre occasion. On s'est dit qu'on ferait peut-être un format un peu spécial pour les previews. Du coup, voilà, je pense qu'on peut se dire qu'on tentera justement un format un peu spécial pour les previews. Je sais pas encore exactement comment on va faire ça, on a une petite idée, mais voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant. Mais bon, on verra au moment des previews. Je pense que ça va arriver dans pas trop longtemps dans tous les cas. Mais en attendant, on va aussi sortir des vidéos sur pourquoi il faut suivre telle et telle équipe ou tel joueur. Peut-être qu'on fera aussi une vidéo sur Denver, je sais pas encore, on verra parce que Hmm, il y a des joueurs qui n'ont pas trop joué l'année dernière à Denver qui peuvent être clé, ouais. intéressants. Ouais, je pense à Julian Strouwer, si je dis pas de bêtises, je prononce mal Strouser. sûrement. Strouser et même Penny Watson, tu vois, on dit que ça peut être peut-être qu'aussi c'est pour ça Peyton que Watson. j'ai dit quoi? Penny. Penny Weston, ouais, bah, c'est parce que je pense beaucoup trop à toi. Et, Aïe, euh, aïe, et- aïe, c'est beau. aïe, 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 aïe. Enfin bref, du coup, ouais, il y a encore plein de contenus qu'on va faire, il y a encore plein de sujets à aborder, mais pour cet épisode-là sur OKC, je pense qu'on a fait un bon tour, et pour résumer, on peut dire que ils étaient premiers à l'Ouest l'année dernière, ils ont moins de compromis cette année, plus de flexibilité, donc normalement, ça devrait rouler plutôt pas mal. Ouais, franchement, c'est tout droit vers le titre, ouais. Super, merci. Vous pouvez me citer. Ah putain, mais plus vite qu'un éclair, mais OKC Thunder. Hein? Non? De quoi? Non, non, je sais pas, j'entends des bruits dans ma tête, je crois. J'ai cru que t'avais parlé d'éclair, mais c'est moi, je crois que j'ai des gens qui parlent dans ma tête. Je crois qu'il est temps de rendre l'antenne à Zad là. Ouais, je suis fatigué. Oh putain, je suis fatigué, excusez-moi. Je pense que tu pourras même couper plus tôt. Franchement. Pardon, mais j'ai envie de le laisser pour les braves gens qui sont arrivés jusqu'à la fin, quoi. Super. Eh ben, merci beaucoup pour d'avoir suivi jusqu'à ce moment de collapse.
À bientôt pour un sujet plus théorique, hein, Azad, je crois, on peut le dire. Hein. Oui. Je sais même pas ce qu'on fait. Si on fait on avait parlé peut-être faire un au Goudoise aussi. Ouais, oui. Et de faire un peu un truc sur les rôles offensifs et défensifs. Donc voilà. On ne sait pas encore Donc, quoi, mais il y a du boulot et il y aura du contenu. Vous ne serez pas abandonnés. Ouais. Mais en attendant, on va aller dormir, je crois. Ouais, on va aller dormir et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée et à très très vite et une bonne nuit. Ciao, Ouais. ciao. Ciao, ciao.